Gravir l'Everest, c'est un exploit, un des défis sportifs les plus dangereux, les plus extrêmes. Vous devez faire face au froid mordant, au vide omniprésent, à l'altitude et à tout un tas de problèmes absolument infernaux. Et pourtant, si je vous disais qu'il existait un défi bien pire, un défi que seule une poignée d'alpinistes a déjà réussi, il s'agit de gravir non pas l'Everest, mais tous les sommets dépassant l'altitude fatidique de 8000 mètres. Et pour être le premier à remporter cette compétition de l'extrême, certains iront jusqu'à donner leur vie. Avant toute chose, voici en quoi consiste la compétition. Vous devez gravir l'intégralité des 14 sommets dépassant les 8000 mètres d'altitude. Pour rappel, un sommet de 8000 mètres, c'est un sommet où vous êtes dans la zone de la mort, une zone terrible, située à partir de l'altitude de plus ou moins 7600 mètres. Le taux d'oxygène y est 3 fois plus bas qu'à la surface de la Terre, ce qui peut causer tout un tas de maladies mortelles, œdèmes pulmonaires, cérébraux et j'en passe. La pression atmosphérique est aussi beaucoup moins élevée, ce qui cause, encore une fois, tout un tas de problèmes médicaux, mais surtout, empêche les hélicoptères d'accéder au sommet. Donc, si vous ne pouvez plus avancer là-haut, vous êtes mort. Personne ne viendra vous sauver. En bref, l'ascension d'un 8000 est extrêmement dangereuse et extrêmement difficile. Et surtout en 1953. À cette époque, l'ascension est bien plus dure qu'aujourd'hui. Vous n'avez pas de combinaison high-tech, pas d'images de satellite, ni de données météo précises, et encore moins de cordes et d'échelles déjà installées, comme on peut en trouver aujourd'hui sur l'Everest. Et pourtant, après bien des efforts, le 29 mai 1953, l'Everest est gravi pour la première fois. Dans les années à venir, les exploits se succèdent et un peu plus de 10 ans plus tard, le 2 mai 1964, l'ensemble des 14 8000 est conquis. Pour les alpinistes de l'époque, il est temps de passer au niveau supérieur avec ce fameux défi des 14 8000. Un défi de taille. Chacun des 8000 sont encore peu connus, avec chacun leurs particularités, leurs difficultés. Plusieurs alpinistes en quête de gloire débutent ce défi. Parmi ces nombreux ambitieux, il y en a un qui va se démarquer du lot, un certain Reinhold Messner. Né en 1944 dans le massif italien des Dolomites, cet introverti se passionnera pour l'escalade. Rapidement, il fait preuve d'un talent immense, c'est un véritable génie, un virtuose de l'alpinisme. Pour vous dire, à tout juste 24 ans, il gravira la face nord de l'Eiger, littéralement, l'ascension la plus difficile des Alpes. Et en 1970, il ne rêve que d'une chose, s'attaquer au sommet himalayen. Il commence avec le Nanga Parbat qu'il gravira avec son frère. Et si vous avez vu ma vidéo à ce sujet, vous devriez savoir que tout ne s'est pas passé comme prévu. Le début de l'ascension se passe bien, mais après être parvenu au sommet, le frère de Reinhold Messner, Günther Messner, est terriblement affaibli. Les deux frères décident de redescendre par un versant plus facile, mais inconnu des deux alpinistes. Et alors qu'ils redescendaient, une avalanche tuera Günther Messner. Reinhold quant à lui survivra de justesse et perdra plusieurs orteils à cause du froid. Dévasté par la mort de son frère, Reinhold n'arrête pas l'alpinisme pour autant. C'est même plutôt le contraire. L'Italien entreprend de gravir les 14 sommets de 8000 mètres, et pour cela, il les réalisera en style alpin, c'est-à-dire sans bouteille d'oxygène ni Sherpa. En 1972, il gravit son second 8000, le Manaslu. 3 ans plus tard, il enchaîne avec le Gachebrum 1, et en 1978, il devient le premier homme à gravir l'Everest sans oxygène, ce qui était tout simplement considéré comme impossible auparavant. Un an plus tard, il gravit le K2, un sommet redoutable, connu pour être bien pire que l'Everest. À ce moment-là, le monde de l'alpinisme le sait. Reinhold Messner est l'homme qui remportera ce défi. Mais tout n'est pas encore gagné pour Reinhold Messner. Un homme tentera de concurrencer la légende. Cet homme, un Polonais, se nomme Jerzy Kukuczka, surnommé Jurek. Né sous l'occupation communiste, il a vécu au sein d'une famille modeste. À 17 ans, il débute l'alpinisme et tombe véritablement amoureux de cette discipline. Dans la même année, il gravira ses premiers sommets dans le massif des Carpates, un massif qui ne dépasse pas les 3000 mètres de haut. Un entraînement rudimentaire, me direz-vous. Mais c'est justement ça, la particularité de Jurek. Disposant de peu de moyens, il est même obligé de fabriquer son propre matériel, ce qui lui vaudra quelques surprises. Après plusieurs mois de galère, il gravit en 1979 son premier 8000, le Lhotse, en style alpin, et un an plus tard il enchaîne avec l'Everest. Nous sommes en 1980, Jurek a 2 sommets sur son palmarès, tandis que Reinhold Messner en a près de 5.
Pour autant, Dirty ne lâche rien. De 1980 à 1984, il gravit 4 sommets, un par an, tous en style alpin. Mais ça ne suffit pas pour doubler Messner, qui lui aussi en a gravi 4. D'autant plus qu'un adversaire de taille est venu se joindre à la compétition, le Suisse Erhard Loretan. Ce véritable génie est un adepte du style alpin radical, en utilisant le moins d'affaires possible, ce qui lui permet d'enchaîner les sommets à une vitesse record. En seulement 2 ans, il gravit 6-8000, ce qui lui permet de rattraper Jurek. Nous sommes fin 1984 et la compétition était plus tendue entre ces 3 légendes de l'alpinisme. Janvier 1985. Jurek adopte une nouvelle stratégie, gravir les sommets en hiver, lorsque les conditions sont les plus terribles, pour gagner du temps contre ses adversaires. En 2 mois, il enchaîne 2 sommets himalayens, ce qui lui permet de repasser devant Loretan. 2 sommets qui n'avaient alors jamais été gravis en hiver, un véritable exploit. L'été 1985, Messner et Loretan reviennent en force, en gravissant 2-8000, tandis que le Polonais se hisse au sommet du Nanga Parbat. Début 1986, Jurek enchaîne 2 sommets, le K2 et le Kangchenjunga. Désormais, un seul sommet sépare l'Italien du Polonais. Mais ça ne va pas durer longtemps. Reinhold rattrape son retard et gravit son 13e sommet. Quelques mois plus tard, Dirty s'attaque alors au Manaslu. Au cours de l'ascension, il se heurte à de violentes chutes de neige et il est contraint de redescendre. Pendant ce temps, un hélicoptère amène Messner au pied du Lhotse, son dernier 8000. Avec un compagnon de cordée, il franchit les principaux obstacles de glace et affronte des vents extrêmement violents. Mais Reinhold persévère, et le 16 octobre 1986, il pose le pied au sommet du Lhotse, achevant la conquête des 14-8000. Enfin, après 16 ans de lutte acharnée, Reinhold Messner venait de réaliser son rêve. Pour Dirty, la défaite est rude. C'est le numéro 2 dans l'ombre de Messner. Malgré tout, Dirty gravira 1 an plus tard son 14e sommet de 8000 mètres, devenant le 2e homme à réussir ce défi et surtout le plus rapide. Messner aura pris 16 ans pour le réaliser, il en aura fallu que 8 pour le Polonais. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais il reste une dernière marche du podium à conquérir. Logiquement, c'est au Suisse Loretan qu'elle devrait appartenir, mais des blessures et accidents l'ont freiné dans sa conquête. Profitant de l'occasion, un jeune français talentueux, un certain Benoît Chamou, rattrape Erhard dans la course 14-8000. En 1985, il commence directement avec 2 sommets en 5 jours. Puis, en 10 ans, il réalisera 11 autres 8000. Il ne lui reste alors plus qu'un d'entre eux pour devancer Erhard Loretan, le Kangchenjunga. Ce mastodonte est tout simplement le plus haut sommet de l'Inde, la 3e plus haute montagne du monde et l'une des plus dangereuses. Et devinez quoi, c'est exactement ce sommet précis qu'il manque à Erhard Loretan pour compléter sa liste des 14-8000. C'est donc sur les pentes du Kangchenjunga que va se livrer un dernier duel. Un duel épique pour déterminer lequel des 2 alpinistes entrera définitivement dans la légende. Nous sommes en septembre 1995 et Loretan arrive au camp de base. Il débute la phase d'acclimatation, une phase qui consiste à faire plusieurs allers-retours entre le camp de base et les différents camps successifs de la montagne. Quelques jours plus tard, Benoît Chamou arrive lui aussi au camp de base. Le Français est stressé, inquiet de savoir que son rival a déjà quelques jours d'avance sur lui. 3 octobre 1995, Erhard Loretan, accompagné d'un certain Jean Troyet, débute l'ascension, s'opposant aux Français Benoît Chamou, aidé par Pierre Royer et leur Sherpa Riku. Les 2 équipes parviennent à se hisser jusqu'à 7800 mètres. 2 jours plus tard, à la lumière de leur frontale, sous un froid véritablement affreux, les Suisses débutent leur ascension finale. Les Français se préparent alors à partir, sauf que leur Sherpa, trop imprudent, chute. Les 2 Français sont dévastés par la nouvelle, mais contre toute attente, ils poursuivent l'ascension. Ils montent à un rythme effréné, mais trop tard. Erhard Loretan vient d'atteindre le sommet, devenant ainsi le 3e homme à compléter le défi. Sur le chemin de la descente, il croisera Chamou, son ancien rival. Il est 16h, et pour le Suisse, il serait trop imprudent pour Chamou de continuer l'ascension à cette heure. Et puis, de toute façon, Chamou a perdu. Il n'y a plus aucune marche du podium en jeu. Mais Benoît refuse. Il s'obstine. Riku ne sera pas mort pour rien. Ce sommet, il l'aura. Ainsi, nos 2 alpinistes continuent de grimper. Mais le soleil se rapproche de l'horizon. Les températures diminuent et le vent se lève. Vers 18h15, les 2 alpinistes, tout proches du sommet, abandonnent et entament leur descente.
Le vent souffle, se déchaîne, des rafales à plus de 90 km/h balaient le sommet. Le froid devient insupportable. Dans ce chaos, les deux Français luttent et résistent comme ils le peuvent. Le lendemain matin, Erard de Loretan sort de sa tente, inquiet de ne pas voir son ancien rival arriver. Soudain, un appel radio. Une voix affaiblie murmure. Où est Pierre ? Aussitôt, le Suisse répond et prend ses jumelles. Là-haut, il le voit. Benoît Chamoux est vivant. Bon, là, il ressemble à une sorte de zombie des glaces, mais qu'importe, il vit. Pierre Royer, quant à lui, semble avoir disparu. Erard s'occupe alors de guider Benoît Chamoux, trop affaibli pour réfléchir. Réchauffe-toi au soleil, ne lâche rien, tout n'est pas perdu. Le Français fait alors quelques pas et disparaît derrière une arête. Benoît, tu m'entends ? Réponds si tu m'entends. Benoît ? Plus personne ne répond. Après avoir lutté toute la nuit, Benoît Chamoux avait fini, comme tant d'autres, par trouver la mort. C'est ainsi que se conclut la compétition la plus intense du monde de l'alpinisme. Par une tragédie, la France avait perdu l'un de ses meilleurs champions. Après lui, de nombreux alpinistes tenteront de finir ce défi. Certains seront victorieux, à l'instar du très célèbre Nirmal Puja, qui gravit les 14 sommets en seulement 6 mois, et d'autres succomberont, morts à la poursuite de leurs rêves.